Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Lancement ce mardi par le président de la République de la campagne de distribution de 15 000 gilets de sauvetage au port de Boulbinet. Et l'objectif de cette campagne de sensibilisation est de rendre obligatoire le port de gilets de sauvetage en mer pour la sécurité maritime et fluviale. Enfin, au Mali, l'opposition s'inquiète du sort de l'ancien directeur du palais des congrès de Bamako, Paul Ismaël Boro, arrêté dimanche 26 août au soir pour son implication présumée dans l'armement d'individus chargés de tirer sur les forces de l'ordre lors d'une marche organisée par l'opposition malienne dans la capitale. Encore une fois, bonsoir. Lancement ce mardi à Conakry de la campagne de sensibilisation sur le port obligatoire de gilets de sauvetage des usagers de mer pour la sécurité de la navigation maritime et fluviale. C'est une initiative du ministère des Transports à travers la Direction nationale de la marine marchande. L'objectif est de distribuer plus de 15 000 gilets aux navigateurs et c'est le chef de l'État qui a présidé cette journée de lancement. Idrissa Barry, Makiso et Amara Alexio-Sila. La période hivernale est le moment où plusieurs accidents sont enregistrés dans les eaux maritimes et fluviales guinéennes. Conscient de cette situation, le ministère des Transports a jugé utile de sensibiliser les usagers de la mer sur le port obligatoire de gilets de sauvetage pour éviter des cas d'accidents et de naufrage. Durant cette campagne 2018, ce sont plus de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués. Au titre de la campagne de l'année 2018 en cours, ce ne sont pas moins de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués sur l'ensemble des débarcadères du littoral guinéen. Une telle générosité mérite reconnaissance et gratitude. C'est en 2012 que la Guinée a enregistré le plus grand accident en mer, coûtant la vie à plus d'une cinquantaine de Guinéens. La coordination des pêcheurs artisanaux salue et félicite cette initiative présidentielle visant à sauver des vies dans les eaux guinéennes. En 2012, il y a eu un naufrage, on a perdu 52 personnes. Depuis cette date, le président de la République en a fait un cheval de bataille. Donc lui-même, il a acheté 35 000 gilets qu'on a distribués sur tout le territoire national. C'est la deuxième opération de distribution de gilets depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour revenir sur les réformes qu'il a engagées dans la modernisation du port de Conakry et des différentes débarcadères de la capitale. Nous savons tous comment était notre port conteneur en 2010 et comme il est aujourd'hui. Tous les gros bateaux conteneurs peuvent venir retenir en Guinée. Avec les portiques, les conteneurs sont déchargés rapidement. En 2014, une opération de distribution de 35 000 gilets de sauvetage avait été organisée, touchant toutes les régions du pays. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État s'est exprimé sur la concession du port autonome de Conakry aux Turcs. Pour Alpha Condé, le contrat avec les Turcs augure de bonnes perspectives pour la modernisation du port. On l'écoute au micro de nos reporters. Quelle est la situation du port? Le chenal est à 9,50 m. Ça veut dire que les gros bateaux sont obligés de faire le transportement à Dakar ou à Abidjan pour mettre dans les petits bateaux venir ici. Pourquoi notre port est plus cher que Cotonou, Abidjan, alors qu'ils sont plus loin? Chaque fois on m'appelle, président, mon bateau devient bloqué. On l'a sorti, on a fait rentrer un bateau de fer à béton. Non, on a fait rentrer un bateau de farine. Non, j'ai 30 jours de ce restari. Voilà les vérités qu'on ne dit pas, la réalité du port. Voilà les réalités qu'on ne dit pas. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant. Puisque les intérêts, c'est piller le pays à leur profit. Ils s'en foutent de ce qui est le bien du pays.
Et la présence du Premier ministre Kassori à la Mamaya, tenue récemment à Kankan, alimente des débats dans la cité et certains citoyens l'accusent d'avoir financé et parrainé cette Mamaya. A-t-il donné de l'argent du contribuable à cette cérémonie? Mamadou Diallo, conseiller en communication du Premier ministre, a accordé une interview sur la question à nos reporters Mariam Fodé Kamara et Gibril Kabak Kamara et suivez. La Mamaya est un important événement culturel organisé à l'occasion de chaque fête de Tabaski à Kankan, la deuxième grande ville du pays. Un Premier ministre à une telle fête n'est pas un fait inédit, mais la présence de l'actuel chef du gouvernement à cette cérémonie a suscité de vives réactions dans le pays. Il y a tout juste un mois, Ibrahima Kassori Fofana, lors de la présentation de sa politique générale à l'Assemblée nationale, rassurait qu'aucun des ministres du gouvernement ne parrainerait une cérémonie de réjouissance. Les organisateurs de la Mamaya, la société civile, l'organisation de la société civile qui a organisé la Mamaya, est venue rencontrer M. le Premier ministre et l'ont proposé de présider à cette manifestation. Il a dit, il a été très clair, je ne peux pas demander aux cadres, aux ministres et autres de ne pas présider des manifestations de réjouissance et moi-même aller le faire. Si je le fais, ce serait en contradiction avec ma volonté et mon objectif. Mais qu'à cela ne tienne, si ce que vous faites a une incidence sur l'enrichissement, sur la création de la richesse, sur le développement social, culturel et économique de la localité, je vous apporterai ma caution. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on aperçoit un Premier ministre décomplexé, esquissant des pas de danse au rythme des instruments traditionnels. La communion avec les autres danseurs est sans équivoque. Le Premier ministre a voulu juste prouver qu'un Guinéen est un Guinéen, que quel qu'en soit le rythme qu'on va lui envoyer, il peut esquisser quelques pas de danse. La Mamaya édition 2018 aura été exceptionnelle. Un monument symbolisant l'événement culturel a été érigé à la place Chérifoula. Et nombreux sont ceux qui ont apprécié la présence du Premier ministre Kassori à cette cérémonie, qu'ils espèrent voir considérée comme un patrimoine culturel à part entière. Dr Ousmane Kaba s'est rendu ce lundi au siège du PNUD et à l'ambassade du Ghana en Guinée. Le président du PADES est venu adresser ses condoléances suite au décès de Kofi Annan, dont l'université porte d'ailleurs le nom. Et le député a salué la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui, selon lui, s'est battu durant toute son existence pour la cause de l'Afrique. Mariam Diallo et Gibril Kabak Kamara. Dr Ousmane Kaba est venu adresser ses condoléances à la représentation des Nations Unies suite au décès de son ex-secrétaire général Kofi Annan. Entouré de ses proches, le président du PADES a salué les mérites du diplomate ghanéen. Au nom des milliers d'étudiants et du personnel d'encadrement de l'université Kofi Annan, et aussi au nom des centaines de milliers de militants du parti PADES, présenter les condoléances les plus attristées de l'université qui porte son nom, l'université Kofi Annan de Guinée, pour le décès de notre secrétaire général, M. Kofi Annan. Kofi Annan est l'une des figures emblématiques de la diplomatie internationale. Depuis l'annonce de sa disparition le 18 août dernier en Suisse, les témoignages de compassion ne finissent pas pour magnifier le combat de l'homme qui est considéré comme l'un des dignes fils du continent africain. Il a été une inspiration pour beaucoup d'entre nous qui travaillons au sein des Nations Unies. Il a été dans sa vie et dans ses efforts infatigable pour la promotion de la paix. Il a lutté pour un monde plus juste, pour un monde plus équitable, pour un monde apaisé, sans injustice, un monde prospère pour tous. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président de PADES a signé dans le cahier des condoléances ouvert pour la circonstance. Après, il s'est rendu à l'ambassade du Ghana en Guinée. Là, l'entretien va se tenir loin des caméras. Pour l'heure, aucune autorité guinéenne ne s'y est rendue pour des condoléances d'usage, nous a confié un des membres de l'ambassade.
Le combat contre la hausse du prix du carburant n'est plus d'actualité pour certains Guinéens et pour d'autres, le mouvement a déjà échoué. Et pourtant, des membres des forces sociales de Guinée y croient encore. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. Après 2 mois de lutte pour la baisse du prix du carburant à la pompe, les forces sociales de Guinée ont montré leurs limites. De l'avis de nombreux observateurs, cette lutte n'a rien donné, parce que le Guinéen paye toujours le carburant à 10 000 francs à la pompe. Mais cet acteur de la société civile relativise cet échec et ressort quelques acquis. Nous ne considérons pas ça comme une forme d'échec. Loin s'en faut. Nous pensons que c'est un combat quotidien, c'est un combat qui n'est pas un combat spontané, c'est pas un combat qui doit se limiter maintenant là. Ceux qui ont le regard baissé sur le présent seulement, sur le quotidien, c'est ceux qui pensent un aspect d'échec. À en croire Abdoul Sako, la naissance des forces sociales de Guinée a contribué à un certain éveil de conscience et une forme d'émancipation au sein des acteurs sociaux guinéens. Je vous avoue que la question des forces sociales a été une sorte d'avancée majeure pour les organisations de la société civile guinéenne, pour l'évolution sociétale au niveau des organisations de la société civile. Des tractations seraient actuellement en cours au sein des forces sociales pour mettre en place de nouvelles stratégies efficaces et efficientes. Mais une fois encore, nous avons cru au peuple de Guinée, nous avons cru à l'objectivité du combat que nous menons et nous continuons une fois encore de croire en cela. Et le combat ne fait que commencer. Le combat n'est pas un combat qui se fait tout de suite et qui disparaît. C'est un combat progressif, c'est un Les voix continuent à s'élever suite à la récente sortie de certains sages de Kindia, dont le Kuntigi et l'âge Serouna Kamara, et des citoyens qui se sont exprimés au micro de nos reporters ont unanimement condamné les prises de position de ces sages qui refusent d'accepter le choix de l'UFDG qui est tombé sur Abdoulaye Ba comme maire de Kindia. Algassi Mouyaliba et Ibrahima Sourissien Souma, reportage. Toutes les personnes que nous avons interrogées ne sont pas passées par 1000 chemins pour déplorer ce qu'ils qualifient d'ingérence des sages dans les affaires politiques du pays. Cet habitant de Conakry demande à ces sages de privilégier l'intérêt supérieur de la Guinée. Nous devons aujourd'hui penser à la Guinée, parce que la Guinée est une république. Et qui parle de république parle des lois et des valeurs de notre nation. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que le Guinéen puisse comprendre qu'est-ce qu'être Guinéen et qu'est-ce qu'une république. Quant à cet autre citoyen, il les ramène à l'article 8 de la Constitution guinéenne qui met tous les citoyens guinéens au même pied d'égalité en droits et devoirs. C'est simplement malade, c'est malade de ségréguer jusqu'à ce point un citoyen libre de notre pays. Je leur conseillais ce compromis qui est la Constitution de notre pays, très précisément son article 8. Qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et on ne peut pas se permettre de violer ces droits constitutionnels. Ibrahima Aminata Diallo, un autre acteur de la société civile, demande aux sages de respecter le choix de l'UFDG et cela pour préserver la quiétude sociale. Je pense que ce n'est pas leur rôle, ils devraient plutôt jouer à l'apaisement, n'est-ce pas, à amener les gens à l'unité, à la cohésion sociale. C'est ce que nous attendons des sages. On ne doit pas imposer, parce que le candidat de l'UFDG est supposé un choix du parti. Donc il faudrait qu'on respecte, n'est-ce pas, le choix du parti, si nous sommes dans un État démocratique. Pour rappel, cette histoire est partie d'une intervention d'un imam de Kindia qui a dit que le maire de la localité doit être originaire. Une position soutenue par les autres sages de la ville. Le porte-parole de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale, Idrissa Kallo, réagit sur l'organisation de l'édition 2018 des Journées mondiales de la pêche artisanale. Et pour lui, les deux fédérations qui se disputent l'organisation doivent prendre conscience car c'est la Guinée qui organise. Il demande également l'implication des autorités guinéennes pour la bonne tenue de cet événement. Reportage Justin Lénon. L'organisation du 19 au 21 novembre prochain des Journées mondiales des pêcheurs artisanaux divise les deux fédérations de la corporation. Il s'agit de la Fédération nationale de la pêche artisanale guinéenne
et de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Rencontré ce mardi, le porte-parole de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale affirme qu'il faut une prise de conscience pour la tenue de cet événement. Nous appelons à tout un chacun de venir ensemble. C'est pour cela qu'on a proposé avec le département en pêche de mettre en place une commission d'organisation pour que tout le monde se retrouve dedans, pour qu'on puisse aller organiser la journée mondiale, pour ne pas perdre cette opportunité. Idrissa Kallo invite également les autorités guinéennes à s'impliquer davantage pour le bon déroulement de cet événement de haute portée. Il faut que l'État s'investisse. Mais c'est une demande aussi que je vais lancer au gouverneur de la ville de Conakry. Il faut que le gouvernorat aussi de la ville de Conakry s'implique. Parce que c'est à Conakry, ce n'est pas décaliser d'abord. Nous, le début, notre proposition, c'est de décaliser l'événement pour la préfecture de Bofa. Mais pour le moment, c'est Conakry qui est retenu. Donc il faut le célébrer dans un des débarcadères. Donc nous n'avons pas de débarcadère approprié pour l'organisation. Donc il faut tenir compte de ça. En 2017, l'organisation des Journées mondiales de la pêche artisanale a été retirée à la Guinée à cause des divergences entre le ministère des Pêches et les deux fédérations. Cette année encore, le pays risque, dit-on, de la perdre à cause de la cacophonie entre les différentes fédérations de pêche autour de cette organisation. La saison des pluies est peu bénéfique aux conducteurs de taxi-moto à Conakry et les acteurs de la corporation se plaignent de la baisse de leurs recettes et de maladies et de piteux état de certaines routes qu'ils empruntent. Et les clients de leur côté expliquent pourquoi ils priorisent les véhicules en cette période. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Juillet et août, 2 mois d'intenses pluies à Conakry. Et ceux qui le constatent le plus, ce sont les conducteurs de taxi-moto qui passent une bonne partie de la journée à attendre des clients. La saison des pluies ne leur profite pas bien. C'est le moment où les recettes baissent de façon drastique. Bon, pendant la saison des pluies, nos conditions de travail, c'est pas facile. Actuellement, quand il pleut beaucoup, c'est pas facile qu'on gagne nos recettes avec les clients. Comme ça, et nos patrons se plaignent souvent quand on sort. Moi, je gagne environ par jour 50 000 et plus comme ça. Hein. Pendant la saison des pluies. Et pendant la saison sèche? Pendant la saison sèche, je peux gagner plus que ça, des fois 100 000, 150 000. Sous l'effet de la pluie, ces adeptes d'engins à 2 roues sont régulièrement exposés à des risques de maladies. Avec la pluie, encore, il y a trop de maladies. Quand tu travailles sous la pluie pendant 2-3 jours, au maximum une semaine, tu risques de tomber malade. Les clients reconnaissent l'importance des motards, mais avec la fréquence des pluies, ils n'ont qu'un seul choix. Pour être rapide, c'est le taxi-moto que je prends. Mais pour la pluie, si la pluie tombe tellement, je prends le taxi, mais ça retarde tellement. Cet autre problème, on peut l'appeler le casse-tête des taxis-motos. Le mauvais état des routes, surtout les routes secondaires, engendre des conséquences néfastes chez la corporation. Certaines routes, à part les grandes routes, les grands embouteillages, les routes du quartier, certaines ne sont pas bitumées du tout. Donc si on a un passager là, à d'autres endroits, ils sont obligés de descendre, quoi. D'habitude, la saison des pluies s'arrête au mois d'octobre. Et d'ici là, la pluie aura joué son tour. Ouverture du Forum international pour le développement socio-économique de la préfecture de Tougué, initié par l'Association des ressortissants pour le développement de Tougué. Ce forum s'inscrit dans un cadre de recherche de pistes de solutions pour le développement dans tout secteur confondu de la préfecture de Tougué. Venus de partout dans le monde, c'est un nombre incalculable de ressortissants qui a rallié la Maison des Jeunes de Tougué pour participer à ce forum. Reportage Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri, 5 camarades. C'est dans cette salle archi-comble que des pistes de solutions pour le développement socio-économique de la préfecture de Tougué vont être trouvées. Le temps est précieux. Seulement 2 jours sont accordés à l'association des ressortissants pour le développement de Tougué et aux participants pour le repérage des solutions idoines à la préfecture. Il a été initié et convoqué dans le cadre unique de faire regrouper tous les natifs de Tougué pour un développement socio-économique. Cette allocution est certes fondée d'espoir,
Mais n'empêche que les autorités locales et le gouverneur de la région interpellent sur les défis à relever, tout en rappelant l'importance de la main-d'œuvre locale. Il faut noter qu'on ne peut pas parler de développement en restant fermé sur soi-même. Pour cela, nous demandons la construction de la route de Tougué-Kansangi. Il faut également noter le manque de réceptifs hôteliers à Tougué. La résidence de Monsieur le Préfet et le bloc administratif sont en état de vétusté. Quelle que soit la volonté du gouvernement de faire la promotion de la politique de décentralisation, ça n'avancera pas. Parce que la politique de décentralisation implique obligatoirement les fils du territoire. Tougué manque presque de tout. Tous les secteurs d'activité sont absents. Le ministre de l'Enseignement supérieur est aussi ressortissant de Tougué. Selon lui, le gouvernement a un programme de développement pour tout le pays et Tougué n'échappe pas aussi à ce programme de développement. Mais l'honorable avait dit aussi que le développement de chaque contrée repose sur les enfants de cette contrée-là. Malgré un nombre incalculable d'intellectuels et de cadres originaires de cette préfecture, Tougué est comme une zone séchée, en attente d'une campagne de reboisement. Et sur le continent, quelques heures après l'arrestation arbitraire de Paul Ismaël Boro, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé a fait une déclaration pour condamner et exiger sa libération sans délai. Et selon Tchébile Dramé, les accusations contre Paul sont ridicules. Il n'a pas de comportement illicite et Paul est en train de payer le prix de son engagement politique, indiquait Tchébile Dramé. Pour plus de précision, il est au micro de Brahima Sogoba depuis Bamako. En dehors de tout contrôle judiciaire, sans mandat et rien, ça veut dire que l'institution judiciaire ne sait pas ce qu'est devenu un citoyen malien privé de ses libertés, ne sait pas ce qu'est devenu un homme politique malien qui s'est opposé au président sortant. Donc ce pays est devenu un pays sans foi ni loi. Les règles de l'état de droit sont bafouées, piétinées. Ce sont des escadrons qui font la loi à Bamako. Il est fort regrettable que la sécurité d'État soit détournée de sa mission cardinale pour être transformée en police politique au service d'un régime. C'est un détournement de mission que nous ne laisserons pas fouler aux pieds nos libertés fondamentales conquises dans le sang. Nous n'accepterons pas. Nous exigeons la libération de Paul Ismaël Boro. La démission de Nicolas Hulot, un nouvel épisode de l'histoire mouvementée des ministres issus de la société civile qui tient une place éminente dans l'exécutif d'Emmanuel Macron. Plus de terre, la série industrielle par rapport à l'échelle de ce... S'il vous plaît. Toujours pas d'accord au sein de l'Union européenne sur le glyphosate. Comment est-ce que vous réagissez? J'ai appris ce matin la décision du ministre d'État, ministre en charge de la transition écologique, de démissionner et j'en prends bien entendu acte. Je voudrais, au titre de ma première réaction, d'abord remercier Nicolas Hulot parce que pendant 16 mois nous avons travaillé ensemble et j'ai aimé travailler avec lui. J'ai aimé essayer de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre les engagements du président de la République, à la fois sur le plan climat, sur le plan biodiversité que nous avons annoncé ensemble et que nous allons mettre en œuvre. Et puis Emmanuel Macron déclare ce mardi de respecter la décision de Nicolas Hulot, un homme libre de quitter le gouvernement, et indique qu'il compte désormais sur son engagement sous une autre forme. Suivez. C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme, et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre.
Des habitants de Phoenix rendent hommage au sénateur de l'Arizona, John McCain, cet État du Sud-Ouest qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès au lendemain de l'annonce de son décès. L'homme qu'on pleure aujourd'hui était avant tout un vétéran, puis un candidat qui a défié Barack Obama dans la course à la Maison-Blanche en 2008. John McCain, sénateur de l'Arizona, n'est pas un homme ignoré. We wanted to pay our respects to a great American patriot, a great American hero, and just an honorable man. As a Vietnam veteran and also as the commander of the Honor Guard, it was my duty and our responsibility to be here to honor his memory and let everybody know exactly what kind of man he was. Le sénateur John McCain, 81 ans, était atteint d'un cancer incurable du cerveau. Il avait arrêté le traitement après un an de lutte, conscient que la mort était proche. Aujourd'hui, même ceux qui ont des différends avec lui rendent hommage. Well, I didn't agree with him all the time. He was always for the people of Arizona, and he was one of us. Depuis l'été 2017, John McCain est resté moins politique, mais il s'est trouvé les mots et la force pour défier le président Donald Trump, pour qui il n'a jamais caché son mépris en votant contre sa réforme du système de santé. Et voilà, c'est cet élément qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.